Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de choisir la radio-télévision Top Benji pour vous informer en ce mercredi 23 mai 2018. Soyez la bienvenue, bon confort d'écoute. Nous démarrons notre édition d'information avec un fait divers. En effet, le feu a encore frappé la capitale économique ce 23 mai 2018 au quartier Garage Mondji dans le 3e arrondissement. Comme certains précédents incendies, celui-ci a également été d'une violence dévastatrice, emportant plusieurs habitations aux grandes dames de ses occupants du fait de la non-réaction des sapeurs-pompiers. Et n'eût été la promptitude ou encore la réaction des sapeurs-pompiers de Sogara, cet incendie aurait enregistré un bilan plus lourd. Reportage. Port-Gentil a encore été ce jour le théâtre d'un incendie d'une rare violence. En effet, ce mercredi 23 mai 2018, date qui assurément devient mémorable pour les victimes de cet énième incendie déclaré entre midi et 2 au quartier du Garage Mondji, devant des populations quasi impuissantes face à des flammes dévastatrices qui ont décimé plusieurs habitations et commerces, malgré la chaîne de solidarité tissée entre voisins et passants qui ont par tous les moyens dont ils disposaient tenté de circonscrire ces flammes en lieu et place des soldats du feu qui ont brillé d'un retard très fustigé, laissant ainsi de nombreuses familles dans le désarroi. Le plan, c'est que pour une seule maison, il y a déjà 5 maisons. Ça veut dire que quoi? Que les sapeurs-pompiers ne font pas leur rôle. On ne les accuse pas aussi, mais pourtant, quand il y a un truc, on met un numéro pour pouvoir les appeler. C'est parce qu'il y a vraiment une urgence. Donc, vous voyez, vous-même, vous avez vu que la population était obligée de faire une chaîne pour pouvoir arrêter, pour pouvoir stopper le feu. Ce n'est pas à la dernière minute qu'on va se rendre, ils vont venir servir les sapeurs-pompiers. On peut dire 1h30 maximum. Et bon, là, on vient même de m'apprendre que c'est les sapeurs-pompiers de Sogara. Donc, vous voyez que même où sont les sapeurs-pompiers de l'État? Pour une interrogation. Ouais, donc ça veut dire que si une maison te prend feu, si Sogara n'avait pas les sapeurs-pompiers, on était morts tous. Les sapeurs-pompiers, quand il y a le défilé, eux, ils sont de première. Parce qu'ils sont de projet, ils sont de BDG. Quand il y a l'incendie comme ça, pour avoir, après 2 heures de temps, 3 heures de temps, ça aussi c'est grâce à Sogara. C'est une particulière pour la société, ça n'appartient pas à sapeurs-pompiers. On a appelé la première fois. Personne n'y vient. Jusqu'à aujourd'hui, même une intervention physique pour eux-mêmes, sans l'eau, venir quand même assister, voir sur place. Oui, et quand même, il va maîtriser bien le fait. Nous sommes des parties de victimes, nous sommes des quartiers, tous les quartiers sont des victimes. Ton voisin, quand il prend le feu, nous sommes des victimes. Nécessaire pour moi, ça n'a pas pris le feu, mais nous sommes des voisins. Aujourd'hui, c'est nous quand nous sommes sur le terrain, il n'y a pas les X ou bien les Y ou bien ça. Nous tous, on est ensemble aujourd'hui pour trouver les solutions et que sur place. Malgré les multiples appels des populations à leur endroit, les sapeurs-pompiers sont restés sans réaction avant que ceux de la société Sogara n'arrivent un peu plus d'une heure après que ces flammes aient tout emporté sur leur passage. Déjà, j'ai dû partir d'ici, chez les pompiers. Malheureusement, chez les pompiers, il n'y a pas d'eau. J'ai dû aller chez le gouverneur qui m'a reçu. Je salue le gouverneur qui a pris la responsabilité d'envoyer les pompiers pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Mais ce qui est d'autant plus dommageable, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut tout perdre à l'espace d'une seconde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Simplement qu'on n'est pas des pompiers, avec des véhicules, il n'y a pas d'eau. La moindre des choses, je me rappelle, jusqu'à un passé récent, il y avait des pompes, il y avait des bouches d'incendie. Et ces bouches d'incendie permettaient, faisant en sorte que s'il y a un souci quelconque, on ouvrait, et puis de l'eau sortait, on pouvait pouvoir sauver ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de maisons. Je n'ai pas les mots. Le bilan est catastrophique en fait. Catastrophique. Et vraiment c'est gênant de partir d'une maison se retrouver à la belle étoile. Ils sont partout. Espérons que les gens, espérons qu'on fasse quelque chose. Parce qu'à l'espace d'un mois, dans ce même quartier, il y a une vingtaine de maisons parties dans les feux. Sans toutefois savoir les raisons ayant conduit à cet incendie, que toutes les parties concernées par ce genre de catastrophe prennent la mesure de cet état des faits pour s'en prévenir. Car il est plus que difficile de se remettre d'un tel sinistre. 266 candidats prennent part au certificat d'études primaires provinciales à l'école urbaine 1 de Port-Gentil. Un examen blanc qui a pour objectif de juger le niveau des candidats. Reportage.
En prélude de l'examen national du certificat d'études primaires, un CEP blanc a été organisé dans la province de Logo-Maritime afin de permettre aux candidats de juger le niveau actuel de leurs connaissances. À l'école urbaine 1 de Port-Gentil, 266 candidats sont attendus du 23 au 24 mai 2018. Il s'agit ici aujourd'hui de l'examen blanc provincial, donc le CEP blanc. Le but, c'est tout simplement préparer les candidats à l'examen final qui aura lieu le 11 et le 12 juin 2018 de cette année. Donc nous préparons nos enfants, nous jugeons le niveau et enfin nous allons remédier puisque nous avons encore 2 semaines. Suivant le calendrier établi, la proclamation des résultats de ce CEP blanc est prévue pour le vendredi 25 mai de la même année. Il faut rappeler que le certificat d'études primaires de l'année académique 2017-2018 aura lieu les 11 et 12 juin 2018. Ouvrons à présent notre chapitre de l'information sur la nationale. La Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées a lancé à Libreville une grève d'avertissement après la tenue d'une assemblée générale. Elle fustige la non prise en compte par le gouvernement de leurs revendications. Sirli Abogué pour les détails. Après plusieurs semaines passées sous silence pour cause de négociations avec le gouvernement, la Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, arrivée à bout de souffle de ces négociations qui jusqu'à présent ne présagent rien à l'horizon, est à nouveau montée au créneau par la tenue d'une assemblée générale dans l'enceinte du ministère du Budget à Arambo. Nos négociations n'en sont pas des négociations réellement parce que le gouvernement, à travers l'administration, a voulu simplement faire tirer en longueur pour nous amener à l'usure. Et aujourd'hui, ils estiment que pour avoir payé les frais de commission au commissaire, c'est nous avoir acheté. Et c'est par conséquent, les gens n'ont plus rien à dire. On peut continuer à emmerder le peuple des régies. Il est question pour nous en tant que FESIREFA d'appeler à une grève générale d'avertissement de 2 jours, de 48 heures. La FESIREFA qui déplore une fois de plus les agissements du gouvernement et décide d'arrêter les négociations avec eux, annonce des jours sombres pour le monde des régies gabonaises si, en 48 heures, aucune décision concrète n'est prise. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que la présidence de la République, qui est la première institution de notre pays, ait donné des instructions fermes à travers le directeur de cabinet du président de la République pour que nous puissions négocier, trouver un cadre juridique, trouver une prime, un niveau de stabilité de prime, un niveau de stabilité de nos arriérés. Et que cela a été consigné dans un document de 14 principes que l'administration traîne les pas avec l'ambition de ne régler aucun problème. Nous avons posé notre problème depuis juillet 2017. La primature nous a tourné le dos. Le gouvernement nous avait tourné le dos. C'est quand nous avons fermé le port que la présidence de la République s'est saisie du dossier. Nous sommes étonnés de savoir qu'on nous propose aujourd'hui un arrêté signé du Premier ministre. Quel Premier ministre? Le même qui nous a rejetés, qui a autorisé aux policiers de venir nous frapper lorsque nous étions au pétrole. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous disons simplement qu'ils ont 48 heures. Nous avons une grève de 48 heures qui commence le mardi puisque le lundi est férié. Pour que dès mardi, nous sommes en grève d'avertissement. Dépasser les 48 heures, si nous n'avons pas le draft qui nous montre le cadre juridique qui sécurise nos primes et qui les stabilise, nous rentrons en grève générale illimitée. Il serait bénéfique pour les plus hautes autorités de trouver une solution idoine à ce problème qui paralyse de plus en plus l'économie du pays. Les populations du quartier Malibé 1 dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda sont confrontées à plusieurs problèmes, parmi lesquels le manque de routes praticables, une situation que fustigent ces populations. Audrey Mébiam pour les détails. Les habitants de Malibé 1, situés dans le nord de Libreville, dans la commune d'Akanda, sont confrontés à un véritable problème, la dégradation avancée de leur tronçon routier. Route devenue une authentique piste d'éléphants en cette saison pluvieuse, situation désobligeante qui complique le quotidien de ces populations devant rallier leur activité journalière. Nous vivons à l'ère préhistorique ici à Malibé. Les routes ressemblent à des passages d'éléphants. L'État nous a oubliés. Tout le temps, il faut amener les voitures au garage pour changer des pièces. Nous avons des enfants qui apprennent en ville.
pas de voiture. Nous sommes obligés de marcher. Nous nous levons tous les jours à 4 heures pour sortir, pour que les enfants soient à l'heure à l'école. Nous sommes fatigués. Il n'y a pas de clando par ici? Non, il n'y a plus de clando. Il n'y en a plus. Vu l'état de la route, vous-même vous marchez pour rentrer. Et vous me demandez s'il y a des clandos. Il n'y a pas de clando. Les clandos, ça fait au moins 2 ans qu'il n'y a plus de clando. Que l'État nous regarde un peu. Nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. La route et le courant, c'est tout ce que nous voulons. Si c'est l'eau, là, c'est trop demandé. Ah, donc vous n'avez pas d'eau ici? Non, rien du tout. Nous vivons avec les mares, les rivières et les poules. Face à cet état de la route, cet axe n'est plus fréquenté par les transporteurs appelés communément clandomanes. Les populations de Malibé 1 sont donc livrées à leur triste sort. Ceux qui ne possèdent aucun véhicule sont condamnés à faire 3 km à pied jusqu'à la voie principale, au premier campement, pour espérer avoir un véhicule. Que font donc les autorités, sinon la mairie de cette commune, pour apaiser les conditions de vie de cette contrée? Faut-il toujours attendre les élections pour des promesses qui n'aboutiront jamais? Voilà un questionnement qui taraude l'esprit de ces habitants, qui ne demandent qu'à être pris en compte par les pouvoirs publics. Ouvrons à présent notre chapitre de l'information consacré au continent africain. Au Burkina Faso, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a lancé officiellement la caravane agricole. Une caravane qui couvrira 4 régions agricoles de ce pays, soit 100 000 hectares de superficie. Objectif, lutter efficacement contre la famine, mais aussi améliorer les revenus et les conditions de vie des producteurs agricoles. Reportage. Le lancement de cette caravane se veut l'illustration d'un partenariat signé en octobre 2017 entre la Fondation marocaine OCP et le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso. Une caravane qui couvrira 4 régions agricoles du pays, soit 100 000 hectares de superficie, et au cours de laquelle des équipes du Bureau national des sols procéderont à des prélèvements en vue d'évaluer le niveau de fertilité des sols et d'en estimer les besoins précis en fertilisants. Cela fait, les autorités pourront désormais disposer d'une carte de fertilité des sols, un outil indispensable pour une agriculture de développement. La campagne agricole 2017-2018 a été déficitaire de 477 000 tonnes de céréales. Je parle rien que des céréales. Alors que vous savez que la base de notre aliment, ce sont les céréales. Donc nous pensons qu'avec ce soutien, nous allons lutter suffisamment contre la faim, mais aussi quand on produit, on améliore les revenus des producteurs et on améliore aussi les conditions de vie. C'est vraiment un grand salut que nous faisons à la coopération avec le Maroc. Toujours dans le cadre de ce partenariat, du matériel roulant flambant neuf composé d'un camion type laboratoire mobile pour les prélèvements rapides, de 2 pick-up et de 6 motos pour les caravaniers du programme. Le laboratoire du Bureau national des sols n'est pas en reste. Il a été mis à niveau avec des équipements qui répondent aux exigences internationales. Aujourd'hui, le Maroc a une certaine expertise dans le développement agricole. Le Maroc a mis en place un plan Maroc vert qui a montré ses fruits, qui a soutenu le développement agricole au Maroc. Et puis aujourd'hui, nous souhaitons contribuer au développement agricole en Afrique subsaharienne. Nous voulons apporter notre expertise, nous voulons partager notre savoir-faire. À noter que le présent partenariat dispose de 3 axes principaux, dont le premier a permis la formation en amont de 22 cadres du Bureau national des sols. Les modules dispensés ont été les suivants: la fertilité du sol et la fertilisation des cultures, le système d'information géographique SIG et le contrôle qualité des engrais. C'est dans une lettre adressée au Commonwealth datant du 15 mai 2018 que le Zimbabwe a déclaré officiellement réintégrer l'institution britannique. Le pays avait en 2013 claqué la porte du Commonwealth suite à une allégation de fraude et de violence ayant marqué le scrutin présidentiel de la même année dans ce pays. Les précisions avec nos confrères d'Africa 24. Le Zimbabwe veut réintégrer le Commonwealth. C'est dans une lettre datant du 15 mai 2018 et adressée au Commonwealth que le pays a officialisé sa volonté de réintégrer l'organisation. En 2003, le Zimbabwe claquait la porte du Commonwealth, composé d'anciennes colonies britanniques, suite à une suspension en raison d'allégations de fraude et de violence ayant marqué le scrutin présidentiel de la même année. Aujourd'hui, le pays tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale. On est là dans une logique de correction
de la diplomatie zimbabwéenne qui veut s'arrimer au Commonwealth pour pouvoir espérer attirer les investissements, mais aussi pour pouvoir juguler quelques sanctions économiques qui sont aujourd'hui adressées par certains pays. Le changement de président a également permis un changement de cap politique. Dès son arrivée au pouvoir en novembre 2017, Emmerson Mnangagwa s'était engagé à relancer l'économie et les finances du pays, affectées par les 37 années passées sous l'ère de l'ancien président Robert Mugabe. Un retour au sein du Commonwealth permettrait au Zimbabwe de normaliser ses relations avec la communauté internationale. Les pays de l'Union africaine, donc du continent africain, cherchent à avoir une plus grande souveraineté nationale, mais surtout internationale affirmée. Mais en même temps, c'est des pays qui sont dans une logique de dépendance stratégique. Et à ce niveau-là, il va sans dire que tant que l'unité n'est pas acquise, tant que le développement n'est pas restauré, et tant que la stabilité intérieure n'est pas de retour, ces pays-là sont obligés de courir après d'autres puissances. Le Commonwealth s'est dit favorable à un retour du Zimbabwe au sein de l'organisation. Si cela venait à se faire, le Zimbabwe reprendrait la place qu'il a quittée il y a 15 ans. Pour la boucle de cette édition d'information, allons-y en République démocratique du Congo où les chauffeurs de taxi sont en grève depuis quelque temps. Une réponse au mot d'ordre lancé par l'association des chauffeurs de taxi de Brazzaville. Ils protestent contre la baisse de prix de la course passée de 650 à 500 francs congolais. Une situation qui a paralysé le secteur du transport en commun. On fait le point. Kinshasa, une ville un peu paralysée ce lundi 21 mai 2018. Plusieurs chauffeurs taxi ont tout simplement garé leur véhicule. Une réponse au mot d'ordre lancé par l'association des chauffeurs taxi. Ils protestent ainsi contre la baisse du prix de la course, passée de 650 à 500 francs congolais. Pourtant, l'autorité urbaine avait décidé de l'augmentation de la course après la dernière hausse des prix des carburants à la pompe, passée de 1890 à 1980 les litres d'essence. Aujourd'hui, nous avons observé cette grève compte tenu de ce que nous constatons dans notre ville, ce qui rend difficile notre vie. Nous ne travaillons pas comme si nous n'étions pas dans notre propre pays. Sans parler des tracasseries, ils ont augmenté le prix du litre de carburant à la pompe. Ils avaient augmenté le prix de course pour un jour. Le jour suivant, ils l'ont baissé à 500 francs. Avec 500 francs, on ne gagne rien. Si nous procédons au demi-tarif, ils nous arrêtent. La grève des chauffeurs taxi a affecté plusieurs activités dans la capitale congolaise. Ici, nous sommes à une station de télévision de la place, la radio-télévision Groupe Avenir. Les téléspectateurs, habitués à un bulletin d'information tous les matins à 10 h, n'ont pas été servis. La présentatrice n'a pas réussi à atteindre son poste à temps. Aujourd'hui, en tout cas, les matins, c'était vraiment très pénible pour nous d'arriver au travail. D'abord, moi, aujourd'hui, je suis à la présentation de 10 h à 15 h. J'ai dû rater mon bulletin de 10 h, faute de transport. Donc, le matin, j'ai quitté chez moi à 8 h 30. Il n'y avait pas de taxi, ni taxi-bus. J'ai juste pris la moto, vous voyez. Une course que je dépense 2000 francs le matin, 1000 francs le matin et le soir 1000 francs. Aujourd'hui, rien que pour le matin, j'ai dépensé 4000 francs. Les chauffeurs taxi ont projeté 2 jours de grève pour exiger l'augmentation des prix des courses. Malgré la circulation de bus Transco, la société publique, par ailleurs insignifiant pour répondre aux besoins de transport des habitants de la capitale, les observateurs estiment que les habitants de la ville seront exposés au phénomène des mi-terrains pour lesquels ils dépensent 2 fois plus tant qu'une solution définitive n'est pas trouvée. Merci d'avoir regardé cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter, m'accompagner à la réalisation Castro Chibozo. Demain, je serai là à la même heure, sur les mêmes antennes pour vous informer. Recevez les remerciements de l'ensemble de la rédaction. Au revoir.